Bienvenue dans l'émission Investissement et franchise. Nous avons Hakim Ben Othman. Vous avez été le plus jeune franchiseur français à l'âge de 22 ans à vendre votre groupe. Bienvenue également à toi, Jam, le cofondateur de Black and White Burger avec Ibra TV. Ok, donc moi c'est Simon, franchisé Subway depuis juillet 2022. C'est vraiment de l'apprentissage pour ceux qui veulent comprendre c'est quoi la franchise. En France, le marché qui fonctionne, c'est le halal. Et souvent, certaines personnes pensent qu'une franchise internationale est plus puissante qu'une franchise nationale ou locale, alors que pas du tout. Votre chiffre d'affaires moyen. C'est par restaurant. Aujourd'hui, on compte 40 restaurants. Si tu arrives à faire plus de 3 000 € de chiffre d'affaires, tu fais ce que tu veux dans le local. Et j'ai fait 3 060 €. Le groupe Bertrand qui rachète Quick a été plus successful. Pourquoi? C'est parce que l'immigration a grandi en France. Nous c'est presque 5 000 € par mois. T'as pris Pas peur mal. là. Subway, c'était dingue leur contrat. Vous étiez obligé, si vous lancez une procédure contre les franchiseurs, d'aller à New York et c'était à vous de payer leurs frais d'avocat qui étaient de 50 000 $. Vous êtes sûr de perdre là-bas. C'est injouable, injouable. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Investissement et franchise. Merci à vous d'être ici. À ma droite, nous avons Hakim Ben Othman, Oui. précurseur et visionnaire dans la franchise. Vous avez été le plus jeune franchiseur français à l'âge de 22 ans avant de vendre votre groupe. Exactement. Merci à vous. Bienvenue également à toi, Jam. Merci d'être là. Tu es le cofondateur de Black and White Burger avec Ibra TV. Peux-tu nous en dire plus un peu sur ce concept ? Black and White Burger, merci déjà à vous deux de m'avoir invité à votre podcast. Black and White Burger, c'est une chaîne de restauration qui a été fondée en 2018 par moi et mon cousin Ibrahim Tsechaev, alias Ibra TV. Aujourd'hui, on compte 40 restaurants en toute la France et Belgique et nous sommes en train de ouvrir 25 restaurants d'ici un an ou deux. Vous êtes liés du coup tous deux et vous trois du coup avec Ibra TV dans la création de contenu, dans la création de concepts et également de franchises. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous indiquer, moi si je suis franchisée, quels sont les éléments qui seront déterminants pour me dire de choisir telle franchise et pas une autre? Je te laisse commencer ou je commence? Moi, c'est toi le boss dans ce game. En fait, un franchisé aujourd'hui qui veut rentrer dans le monde de la franchise, c'est un investissement. Donc, c'est souvent des personnes qui sont en réorientation professionnelle ou qui veulent entreprendre dès le plus jeune âge. Il faut se diriger vers une entreprise, bien entendu, rentable, vers une entreprise dans un domaine de passion. On est là aujourd'hui en train de parler de restauration, mais il peut y avoir des franchises dans tous les domaines. Quand on aime la restauration, généralement, on y reste, même si ce n'est pas forcément les métiers en franchise les plus rentables et les plus faciles, parce que ce qu'on dit en restauration, c'est que l'euro gagné est le plus difficile. C'est pas mal de sacrifices humains et autres, mais il faut aller vers une franchise rentable. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas forcément les gros mastodons internationaux qui sont plus rentables. Par exemple, la fois dernière, on parlait des Subway. On a expliqué c'était quoi le modèle Subway et pourquoi c'est le plus grand franchiseur du monde en termes de nombre de restaurants. D'ailleurs, je crois qu'ils en ont fermé pas mal. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène de la street food. D'accord ? Et si on parle du marché français, on va avoir plein de nouvelles enseignes qui sont en train d'avoir pignon sur rue et qui sont plus rentables que des enseignes internationales. Plus rentables grâce aussi aux chiffres d'affaires qui sont plus conséquents d'une part, grâce parfois aux indicateurs de gestion qui sont également plus profitables aux franchisés. Les indicateurs de gestion, c'est quoi? C'est avant tout le food cost, le rent cost, c'est-à-dire la masse salariale chargée, la marchandise, d'accord? Et tout ça, avec des chiffres d'affaires plus importants, va amener une composante au rent cost, à la partie location. Plus le chiffre d'affaires est important, plus on va pouvoir écraser le loyer du restaurant et descendre ce pourcentage de la location. Mais il y a plein de chaînes aujourd'hui qui performent, des chaînes créées en France, dont Black and White, dont Jam va nous faire la présentation, et qui performent beaucoup plus que des firmes américaines. C'est pour ça, comme je le dis souvent à des investisseurs, toutes les firmes américaines ne sont pas bonnes à importer en France, tout simplement. C'est vrai, justement, je voulais juste peut-être rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire. C'est comme Burger King pour moi, en France. Il fallait s'implanter 2 fois. Ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, quand même, la 3e fois, Groupe Bertrand, il a quand même réussi à vraiment implanter cette marque en France. Et je te rejoins beaucoup par rapport à les phénomènes qu'on a connus en France. Justement, Nabab, c'était la première franchise que j'ai vue.
Dans ma tête, Nabab, c'était quelque chose qui a un petit peu révolutionné, je pense, le monde de la franchise parce que déjà, tu as pris une niche qui était très fermée à l'époque, la niche de street food et halal en France. Et surtout, par rapport à tes process, par rapport au truc, en fait, tu m'as beaucoup inspiré au début parce que moi, j'ai eu quand j'ai entouré des gens qui m'ont aidé à fonder Black and White, personne ne sont passés sans dire ton nom. Ton nom était très connu à l'époque. Et je me souviens que, en fait, à cette époque-là, quand on a créé un Black and White Burger, c'était un petit peu une histoire un peu bête, mais à l'époque, on regardait. Avant, il y avait une application qui s'appelait Periscope. C'était des lives. Oui, ouais, Periscope. C'était des lives qui étaient sur les réseaux sociaux. Et en fait, moi, j'ai dragué des filles dedans. Tu dragues plus là maintenant? Non. Il est à la retraite. Et en fait, à l'époque, je regardais, il y avait c'était une application qui était beaucoup utilisée par des gens qui parlaient russe. Et je me souviens, je rentrais dans les lives des filles qui étaient sur Paris et tout. En fait, je voyais toutes les questions étaient est-ce que tu as goûté ce burger? Est-ce que tu as goûté le burger d'un rappeur qui était très connu à l'époque dans l'Europe de l'Est? Et en fait, je regardais, je me suis dit, mais c'est quoi ça, etc. Je suis allé voir et j'ai tapé j'ai tapé le nom, je regarde la queue, il y a des kilomètres de queue. Les mecs, ils disent, on a révolutionné le marché, on a fait accessible les burgers gourmets. En fait, on les a rendus au prix grand public. Et en fait, ça m'a beaucoup inspiré. Et moi, je les ai contactés à l'époque. Je les ai contactés, j'ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on implante votre marque en France et tout. J'ai jamais eu de réponse. Et je me souviens, je me suis dit, franchement, là, si on ne fait pas ça rapidement, si on ne se lance pas rapidement, il n'y aura pas d'autres possibilités. Et il y avait quelqu'un qui a été un gérant à l'époque. Je me souviens, c'était quelque chose de fou. À l'époque, quand on a fait une première vidéo sur Ibra TV, du coup, on a loué une Ferrari à l'époque. En fait, ça a coûté 500 €, mais on n'avait vraiment pas du tout de sous à l'époque. Du coup, j'ai fait quoi? Je suis sorti du Saint-Michel, de la station de métro. Du coup, je rentrais dans chaque magasin. Je disais, ouais, est-ce que je peux voir le responsable? Voilà, tout ça, vous voulez un partenariat? Je fais une vidéo YouTube, ça va beaucoup marcher, etc. Je demandais 200 € à l'époque pour des millions de vues qu'on a réalisées après. Et jusqu'à que j'arrive dans un magasin c'était une crêperie, Casa de Panini, ça s'appelle, c'est dans 5e, en face de la Sorbonne où j'ai fait mes études. Du coup, je l'explique, il est rentré dans son réserve. Et je me souviens, il dit, et il est parti, je pensais que c'est bon, il m'a abandonné. Il revient, il prend sa veste, il sort 200 €, il me le donne, il me dit, j'ai rien compris ce que tu m'as dit, mais pour ta détermination, je te donne l'argent. Et cette personne-là, comme par hasard, 2-3 jours après, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, j'ai un ami qui est à Châtelet, qui a un local, qui ne sait pas quoi faire. Viens le voir, explique-lui le projet et tout. Et je suis allé le voir. Et moi, en fait, cette idée de burger, elle était pas en priorité parce que je me suis dit, Otako, ça a cartonné et tout. Ouais. Et je voulais ouvrir un Otakos à l'époque. Et je lui parlais, je lui expliquais le projet et tout. Et à un moment, il me dit, mais pourquoi tu vas travailler pour quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est pas vraiment à toi que tu veux lancer le truc parce que tu vas enrichir quelqu'un d'autre? J'ai réfléchi, je me suis dit, franchement, il faut que je reprends le concept qui était existant. J'ai regardé toutes les vidéos des dégustations, etc., parce que c'était un buzz, ça faisait beaucoup de buzz en fait à l'époque. Et j'ai commencé à s'inspirer de tout ce qu'il y avait chez eux et de trouver des recettes, même les recettes qu'ils ont fait à l'époque. Je me souviens, je faisais des pauses sur les vidéos YouTube, je faisais le zoom sur leur étiquette pour voir ils se composent de quoi la sauce et tout, pour vraiment faire quelque chose comme eux. Et à l'époque, j'avais fait tout ça. Il m'a fallu peut-être 130 fois.
j'ai fait le rendez-vous avec ce mec-là. Enfin, c'est un mec, c'est quelqu'un plus âgé, pour lui convaincre de me faire confiance et de me donner le restaurant pour tester le concept. Et il a tenu vraiment sa parole. Je me souviens parce qu'en fait, il m'a donné un défi. Il m'a dit, regarde, c'était 31 décembre 2017. Il m'a dit, si tu arrives à faire plus de 3 000 euros de chiffre d'affaires, tu fais ce que tu veux dans le local. Et j'ai fait 3 060 euros. Je me rappelle, il fait l'angle. Il fait l'angle. Ah ouais, je me rappelle, et il m'a fait le truc et j'ai essayé. Et premiers 4-5 jours, ça n'a pas marché parce qu'on avait fait vraiment une inauguration. C'était 13 janvier 2018. Et je me souviens, le jour quand on a lancé, c'était la queue jusqu'à rue de Rivoli. Et tout le monde qui me faisait pas confiance, ils sont revenus me voir. Et je me souviens, cette personne-là qui m'a volé le concept, 3 semaines après l'ouverture, il est venu me voir et il m'a dit, vas-y, il faut qu'on vraiment travaille ensemble et tout, je t'achète la franchise. Ah oui, d'accord. Et est-ce que par rapport à ça, vous jugez que c'est le marketing qui a joué en votre faveur pour avoir autant la queue dès le départ devant Burger, votre chaîne? Franchement, oui, parce qu'à l'époque, on était les précurseurs de ça. C'est de nous-mêmes, on s'est inspiré d'un concept étranger. Et en fait, on a vu que ça allait marcher. Ça allait marcher. Notre notoriété, il joue beaucoup. Il joue beaucoup, mais il ne joue pas à tout. Mais en fait, quand on a lancé le truc, c'était vraiment, vraiment, vraiment le cas. C'était que les gens, ils ne parlaient pas de Black and White, de marque. À l'époque, ils parlaient de restaurant d'Ibra TV. Oui, voilà. Du coup. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires moyen, si on parle de chiffres, et on va parler de chiffres et du marché du burger. L'idée, c'est d'avoir ton chiffre d'affaires moyen par restaurant. Et qu'est-ce que tu penses du marché du burger? Nous, notre chiffre, c'est 1 million en moyen par restaurant. Moyen, ouais. Et tu penses quoi du marché du burger? Alors, burger, on va dire fast-food, surgelé et burger premium. Aujourd'hui, le segment fast-food, pour moi, je pense qu'il est un peu saturé. Il est un peu saturé parce qu'il y a trop de concurrence qui font tous la même chose. En fait, il y a beaucoup d'enseignes. Et des fois, je vois j'ai l'impression que tous les jours, il y a une nouvelle marque qui s'est née. Et ça, c'est peut-être un bon moyen, peut-être un mauvais. Tu sais pourquoi? Pardonne-moi, je te coupe. La mode avant, c'était d'être franchisé. C'est de plus en plus d'être franchiseur. C'est pour ça que cette tendance va s'accélérer. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui va ouvrir un magasin. Et en fait, le problème de tout ça, c'est que quand je vois les échos et quand j'entends les gens parler des chiffres, etc., je vois cette mensonge-là qui est autour de tout ça. Et en fait, aujourd'hui, comme tu as dit, je pense que c'est la mode d'être franchiseur. Parce qu'il y a un magasin, il a fait 5 000 euros par jour, il a joué sur un trend, il va se dire c'est bon, je suis franchiseur. Et en fait, ça me fait peur un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, un franchisé, aujourd'hui, ce qui me fait un petit peu... moi, hein, je suis un peu culpabilisé à chaque fois qu'il y a un problème chez un franchisé. Pour moi, je suis un petit peu le responsable de tout ce qui se passe chez lui, de son chiffre d'affaires, de son évolution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas laisser comme ça un franchisé, lui mentir sur le chiffre, etc. Nous, aujourd'hui, on fait vraiment un très grand tri des candidats, parce qu'on reçoit 1 ou 2 candidats par jour exclusifs pour devenir un franchisé Black and White. Mais en fait, on a appris de nos erreurs. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, en fait, là, pour ouvrir un magasin, ça prend du temps chez nous. Ça prend beaucoup plus de temps que dans une autre enseigne. Mais nous, on veut de la dureté. Nous, on veut que la personne, quand il achète un magasin, en fait, quand il prend une boutique chez nous, qu'il soit satisfait pas les 2 premiers mois, 3 premiers mois, mais sur la durée, qu'en fait, il peut vraiment construire un fonds de commerce qui voudra quelque chose demain, quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, du coup, quelle est la rentabilité pour un franchisé Black and White? Aujourd'hui, nous, on dit minimum 8% de rentabilité. Sur 1 million de chiffre d'affaires moyen, à peu près 100 000 à l'année. Oui, à peu près. Et nous, après, ça dépend beaucoup d'opérateurs. Pourquoi? Parce que, en fait, tu as des gens qui sont, les franchisés qui sont très investis. Tu as des franchisés qui sont moins investis. Et celui qui est très investi, il est plus content parce que, en fait, lui, il fait très attention à toutes ses dépenses, il fait très attention à tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, il arrive à sortir plus de 10, 12, 13% jusqu'à 15% de rentabilité. En fait, pour bien comprendre le marché du burger,
C'est très simple. Le burger, donc Burger King a fait une première tentative de pénétration sur le marché français en 97, d'accord? À l'époque, j'ai plus le nom, c'est ceux qui déploient les autoroutes, qui avaient pris la master. Donc, ils avaient ouvert, AFP, ouais. ils avaient ouvert jusqu'à 50 points de vente, d'accord? Ensuite, Burger King décide de quitter le territoire français. Ça a été revendu à McDonald's. Les points de vente existants ont été revendus à McDonald's. Groupe Bertrand reprend la marque Burger King, donc il rachète Quick à la base, hein, c'est grâce à Quick que Burger King s'est déployé, parce qu'au début, il a ouvert en propre Groupe Bertrand, il a commencé d'ailleurs par l'aéroport de Marseille, c'était le premier site hein, qui était sur une base de 5 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, il lui fallait un levier, donc il achète Burger King, il achète Quick pour déployer Burger King. La deuxième tentative a été plus successful. Pourquoi? Enfin, c'est mon point de vue et je l'ai dit à Olivier Bertrand, c'est parce que l'immigration a grandi en France. D'accord? Ceux en 97 qui venaient de naître, eh ben en 2013, 14, 15, ou je ne sais plus exactement, je crois que c'est fait en 2016, ces gens-là, ils se retrouvent, ils ont 20 ans. Donc, c'est des consommateurs de fast-food. C'est grâce à cette immigration de toute origine qui a grandi, qui fait que les chiffres d'affaires étaient plus en rendez-vous qu'en 97. Le marché est plus mature. Donc, ils ont repris les Quick pour X millions d'euros. C'était à peu près, ça s'est racheté à peu près 600 millions, d'accord. Ensuite, Groupe Bertrand a usé d'une stratégie intelligente. Comme il s'est endetté pour le rachat de Quick, il a demandé donc aux franchisés locataires gérants de transformer les Quick en Burger King. Donc, c'est eux qui s'endettaient pour la partie travaux, ameublement, etc. D'accord. Lui, c'était déjà entêté sur on va dire, le haut de business qui est le branding, la marque et les fonds de commerce. Et donc, c'est comme ça que ça s'est déployé. Avec un succès, parce qu'aujourd'hui, on peut parler du succès Quick, mais il faut savoir que Burger King est aussi un succès. Le chiffre d'affaires moyen en France d'un McDo, actuellement, c'est 3,1 millions. Burger King, ils sont à 3,3 millions. D'accord. Et Quick, aujourd'hui, est sur une moyenne de 3 millions. C'est-à-dire, malgré l'effet de rareté, parce qu'aujourd'hui, en France, on a 1600 McDo, à peu près 600 Burger King, et il n'y a que 150 Quick. Malgré l'effet de rareté, ils sont toujours inférieurs à Burger King et McDo, hein. Mais comme nous, on connaît bien le marché du halal, on se dit waouh, ça a explosé. Mais ils sont passés d'un chiffre d'affaires Quick d'1,6 million à 3 millions. C'est énorme. Ce qui est énorme. Et donc, en même temps, la rentabilité, comme ils écrasent les charges fixes, elle augmente. L'avantage de ces enseignes-là, c'est que les chiffres d'affaires sont tellement importants que ceux qui ont la marque peuvent avoir les fonds de commerce et mettre en location-gérance avec des loyers très importants. Donc, en plus des redevances, comme la plupart des enseignes, ils ont une marge sur le loyer qui est parfois 3 fois plus importante que les royalties. Donc ça, c'est pour le marché, je dirais, du burger street food surgelé. McDo, Burger King, Quick, qu'on connaît tous. Et après, il y a le burger premium, avec pas mal d'échecs en France. Donc vous, Black and White, vous vous en sortez bien. Mais par exemple, Steak and Shake, ça a été un échec. Steak and Shake, mis à part Cannes, Marseille, qui sont encore ouverts, ils ont tout fermé. Avignon, Rouen, beaucoup de fermetures. D'ailleurs, qui ont été convertis en Quick. Notamment ceux de Lyon, les Steak and Shake, ont été rachetés par Quick. Et donc, en fait, compte, en premium, c'est toujours complexe. C'est pour ça que la marque Check hésite avant de venir sur le périmètre français. D'accord ? Donc, c'est un peu comme ça que s'est passé tout le business. Et c'est pour ça que le fait de sortir son épingle du jeu, c'est très bien. Mais après, on arrive sur des chiffres d'affaires moyens qui ne sont pas adressés au même public. On est plus sur 1 million, donc sur la moyenne, on va dire, du street food tendance aujourd'hui. Et c'est un succès parce que, tu vois, en France, tu as la tendance donc Burger King, Quick, McDo, des Gelada, le Point B, tout ça. Mais le burger frais n'a pas bien pris. Par exemple, Five Guys, il y a plein de sites où ils perdent de l'argent, qui ferment actuellement. Steak and Shake, ils en ont fermé plein. Et Check est en forte hésitation. Et aujourd'hui, en fait, moi, je pense qu'il y a encore cette niche-là, elle n'est pas encore très, très, très noyée. Contrairement des Geladal, des Points B, etc. Et en fait, moi, je pense qu'il y a de quoi faire au frais. Et aujourd'hui, en fait, nous, on s'est positionné un petit peu dans cette tendance-là de effacer nos erreurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, avant, on a fait beaucoup d'erreurs en termes d'emplacement, ce qu'on subit aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le métier d'un franchiseur, il n'est pas plus facile qu'un franchisé. Pourquoi ? Parce que si demain, un franchisé, il ne te paye pas ou il fait des choses, etc., en fait, c'est pas... Tu ne peux pas le sortir comme ça au jour du lendemain. Je pense que, en tant qu'avocat, tu sais très bien. C'est très difficile. C'est très difficile. Et en fait, nous, on a des sites, par exemple, qui n'arrivent pas à performer
dû à leur emplacement. Et si on enlève tous ces sites-là, on a une moyenne réseau qui va beaucoup plus grimper. Aujourd'hui, en fait, nous, c'est pas seulement le marketing qui nous fait vivre, c'est aussi l'opérationnel. Et nous, le plus gros problème qu'on a rencontré avant, c'était les problèmes opérationnels. En fait, nous, aujourd'hui, on s'est associé avec des vrais opérateurs qui ont plus de 25 ans de métier dans la restauration. Et aujourd'hui, ce tandem-là de faire la marque, en fait, qui est dirigée par marketeur et opérateur, qui fait, en fait, fructifier tout ce jeu-là qu'on peut prendre. Mais, en fait, nous, on a encore du schéma. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on était élu meilleure chaîne de burgers en France. Bravo. En fait, justement, dû à cette association, on était élu il n'y a pas longtemps meilleure franchise de France. Et en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu je pense qu'on commence un petit peu à goûter au succès. Et c'est surtout les campagnes marketing qu'on est en train de mener aujourd'hui qui font beaucoup, beaucoup parler. Parce que on est un petit peu parti. Aujourd'hui, on a fait un focus sur tout ce qui est MMA, sur tout ce qui est sport de combat. C'est pas juste parce que y a Ibra. Et du coup, en fait, nous, on a fait des gros partenariats, là, comme je dis, avec des sports de combat. C'est en fait, après avoir étudié le ROI de tous les investissements qu'on a fait, de tous les investissements et des sponsoring, etc., le meilleur ROI, c'est MMA aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le sport le plus regardé aujourd'hui en France, plus regardé que foot. Et en fait, comme il n'y a pas énormément de annonceurs qui vont aller chercher cette niche-là, les prix sont encore très accessibles aujourd'hui, contrairement aux autres sports. Et le retour sur investissement, il est très élevé. Par exemple, ce qu'on a fait avec UFC, en fait, c'est la plus grosse ligue du MMA au monde. En fait, on a fait un partenariat avec eux. Et nous, quand on fait les partenariats, vu que on a cette maîtrise marketing, on ne veut pas faire juste un partenariat pour le faire, pour dire voilà, nous on est sponsor et c'est tout. Nous, on a fait toute une stratégie, tout un plan marketing qui a pris beaucoup de temps à établir. Et en fait, nous, on a fait le burger ensemble. On était les premiers en Europe de lancer un burger au naming du UFC. On a vendu plus de 350 ou 400 000 burgers pendant la durée de notre partenariat. On a fait un petit peu des sacs, des marques. En fait, on a vraiment avancé sur ça. Pourquoi? Parce que demain, en fait, ça fait un levier aussi pour les micro, macro, nano-influenceurs qui vont faire des dégustations. Aujourd'hui, ce qui marche le plus, par exemple, le réseau TikTok, c'est incroyable. Il peut te décoller ta marque vraiment, vraiment dans l'espace. Et en fait, nous, tout ça pour dire que là, par exemple, aujourd'hui, on fait une autre campagne avec un grand combattant. Et en fait, nous, aujourd'hui, les influenceurs, ils veulent tester son menu. Ils veulent tester un menu du UFC parce qu'en fait, c'est vraiment ce goût de rareté qui nous fait que les campagnes qu'on a fait aujourd'hui sont rentables de toutes les sens. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y avait, par exemple, la plus grosse campagne qu'on a fait, c'était UFC. On peut dire qu'il y avait Black and White avant UFC et après UFC. Et en fait, ce qui s'est passé, ça nous a permis, par exemple, de signer un partenariat. Pas que ça, mais ça a fait beaucoup d'effets pour SNCF. On vient de signer un partenariat avec SNCF. On a ouvert un food truck à Gare du Nord. Là, on va ouvrir à Gare Saint-Lazare. On a Gare de l'Est. On a Lyon-Pardieu dans la gare. Et aussi, là, on est en discussion pour l'aéroport Charles de Gaulle. Et en fait, je pense que dû le fait si aujourd'hui la marque il arrive à rentrer dans l'aéroport le 5e, je crois, au monde le plus fréquenté, ça veut dire vraiment qu'aujourd'hui le travail qu'on essaie de fournir et la marque il commence à vraiment être sur les rails et d'avoir les reins solides, quoi. Vous gérez plus facilement des filiales en propre ou des franchisés? Nous aujourd'hui on a une même exigence pour nos filiales et les franchisés. On ne peut pas dire qu'on gère quelque chose plus facilement. Oui, c'est vrai que dans nos restaurants, c'est un peu plus facile parce que aujourd'hui, nous, on a su mettre des bonnes personnes aux manettes, entre guillemets, dans les magasins. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, la franchise, ça prend un peu plus du temps et c'est un peu plus difficile. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a fait une enquête externe
qui a interviewé tous nos franchisés. Et aujourd'hui, on a un taux de satisfaction de plus de 92%. Donc, ils sont contents de l'animation, tout Ils ça. sont contents parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que là, on a un pôle animation. C'est des pôles qui coûtent cher. Hein. C'est l'animation et marketing, c'est ça qui représente vraiment beaucoup pour une marque. Et en fait, c'est Mais des c'est ce qui marque gens. aussi le retour sur investissement au final. Oui, mais après, c'est des gens qui sont H24 dans leur voiture, qui font le tour de France, de Belgique, en fait, dans les restaurants. Aujourd'hui, on fait une visite toutes les 5 à 6 semaines officielles. Sans parler comme nous, on est vraiment aussi des fondateurs investis. Aujourd'hui, nous, on veut vraiment aussi, dès qu'on passe dans une ville, on essaie de passer dans les restaurants, on essaie de regarder, on essaie de voir des choses. On ne le remonte pas à nous-mêmes, on ne va pas venir dans le restaurant, lui dire ça ne va pas. Mais nous, on fait notre briefing, entre guillemets, et on passe au directeur opérationnel de lui demandant, voilà, tel magasin, il y a des choses à améliorer, tel magasin, c'est très bien, etc. quoi. Et au final, si je me place en tant que madame et monsieur tout le monde, en tant que franchiseur, quelle est la tâche la plus complexe que je peux rencontrer lorsque je démarre? Lorsque tu démarres, en fait, la tâche la plus compliquée, je pense, ça va être de structurer. D'avoir le plus important, c'est de manier l'opératoire. C'est de savoir ce que tu vends aux autres. En fait, d'être sûr que tu sais toi-même de maîtriser le produit, ce que tu maîtrises et que tu peux apprendre quelqu'un d'autre. C'est comme un professeur. S'il ne connaît pas le sujet, il va se dire, comme je viens de citer au tout début, si tu as un magasin qui fait 3 500, 5 000, c'est très bien. Mais comment tu vois, par exemple, tu es à Paris, est-ce que tu auras le même succès à Bordeaux? Est-ce que tu auras le même succès à Strasbourg? Est-ce que tu vas apprendre bien cette personne-là? Et en fait, nous, c'était ça un petit peu le problème, c'est que nous, on s'est précipité au début. Il y a de la demande. Tu auras de la demande. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'argent dans ce monde-là, un petit peu, il est devenu un peu plus accessible. Parce qu'à l'époque, quand tu voyais une Ferrari, une Lamborghini, toute la ville sait qui il appartient. C'était le cas. C'était un petit peu le truc. Tu parles de ma Ferrari ou de ma Lamborghini? La Ferrari, place Jean Jaurès. Ah, comment tu sais? J'ai regardé des podcasts. En fait, mais pourquoi je posais ces questions? Parce que souvent, tu as des très bons succursalistes et ils sont mauvais franchiseurs. Et comme tu as des très bons franchiseurs, mauvais succursalistes. Je prends le cas d'un ami que je connais bien, qui est Bernard Blacher, qui est pour moi vraiment une des plus belles réussites françaises. 1000 boulangeries. Et la force de développement de Renault, que je connais bien, qui est le directeur développement, ils en ouvrent 100 par an. Mais 100 par an avec une facilité déconcertante. C'est-à-dire, ils sont no stress et 4 premiers mois de l'année, c'est déjà baqué. Tout le plan de développement est déjà baqué. Et en fait, les franchisés, c'est très complexe. Il faut, je dirais, il faut un petit détachement de la marque. Parce qu'une marque, c'est un peu ton bébé. Et en fait, tu mets ton bébé entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu vois, et en tout cas, si je parle pour moi, tu vois, à l'époque, je gérais une 50aine de restaurants en propre. J'avais plus de facilité qu'avec les franchisés. Tu vois, et franchisés, même si en fait, on ne gère pas direct parce que c'est de la gestion indirecte, ça prend parfois beaucoup de temps. On se retrouve avec des franchisés qui peuvent t'appeler tous les jours jusqu'à tard le soir. Ils ont besoin d'assistance en permanence. Et c'est ça où il faut travailler avec vraiment une équipe ouverture. C'est un assistanat permanent à franchiser. En fait, il faut vraiment, je pense, comme je parlais de structurer, c'est exactement le cas. En fait, aujourd'hui, quand on ouvrait les premiers magasins, je me déplaçais, moi, très souvent, dans le premier franchise qu'on a fait. J'ai travaillé dedans, j'ai fait mes trucs. Et en fait, à la fin, je veux que cette personne-là, il voulait m'apprendre. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'était le cas. Il me disait, non, mais Jam, je ne suis pas d'accord sur ça, je ne suis pas d'accord sur ça. En fait, ce sont des premiers élèves qui, au final, c'est les plus mauvaises. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'était des gens... Le problème d'un franchisé, ça reste un commerçant. Aujourd'hui, le problème a une image... un peu moins comme un entrepreneur. Une image d'un commerçant aujourd'hui en France qui râle tout le temps. Ouais, aujourd'hui, ce n'est pas un commerçant s'il ne va pas tous les jours dire, ouais, ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un franchisé restera ton meilleur ami tant qu'il fait beaucoup de chiffres. Le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment quand tu lui demandes tes royalties, il pense que c'est toi qui lui dois. En fait, ils ne réfléchissent pas. Parce que je ne parle pas de cas de tout le monde. Hein. En fait, aujourd'hui, tu as des gens, en fait, nous, on a des franchisés qui ont un parc de multimarques, qui ont 50, 60 magasins.
moi, je me posais aussi des questions. Je me dis, pourquoi ces personnes-là n'ouvrent pas leur marque? C'est pas leur métier. C'est Ça pas va leur faire. métier, je suis d'accord. Et en fait, mais par contre, ils ont aucun problème à payer les redevances, ils ont aucun problème à faire tout ça parce que tout est sur les rails. En fait, Jam, j'ai toujours dit, et je le mets des fois en story, il y a l'entrepreneur salarié et il y a l'entrepreneur créatif. J'appelle ça, moi, des entrepreneurs banquiers. Ils achètent, ils vont à la banque, ils financent, donc ils endettent le groupe et ils s'enrichissent en se désendettant. Bernard Tapie était un entrepreneur créatif. C'est deux entrepreneurs complètement différents. Je suis d'accord avec toi. Et généralement, les entrepreneurs créatifs, ils sont pas du tout dans le même business. Les autres, c'est des administratifs. Donc les multi-franchisés que tu as, ils font de l'administratif, les factures, les payes, ils sont hyper carrés dans leur bureau, tout est carré, mais ils prennent pas de risques. Le franchiseur, c'est plus un preneur de risques. Donc c'est deux personnes différentes. Hein. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Merci à Jam. Merci Merci à à toi, Dia. Merci pour ta présence et ton expertise. Merci à beaucoup. toi, Hakim. Merci à toi de nous avoir invités sur ton plateau, Mona. C'était gentil. Merci Jam en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Plein de belles choses. Hein. On te souhaite que du bonheur Vous aussi également. et que tous tes objectifs se réalisent par la suite et plein de bonnes choses pour Black Merci. & White et l'équipe. Merci à vous aussi. Impeccable. Merci. Bonjour Simon et Giuseppe. Bonjour Hakim. Bonjour à vous. Donc, comme j'avais promis, dès que j'étais de passage sur Paris, c'était de faire un podcast sur la franchise. Et vous êtes tous les deux franchisés de la marque Subway. C'est ça. D'accord, c'est ça. Et donc, on m'a fait pas mal de demandes vraiment autour de des podcasts, parce que le sujet de franchise intéresse encore beaucoup de monde. Il y a bien sûr aujourd'hui le digital, mais le business physique, c'est toujours 90% du business. Et ça intéresse du monde. Donc, je vous laisse vous présenter sur votre parcours. Ok, donc moi, c'est Simon, donc franchisé Subway depuis juillet 2022. Donc on a commencé les démarches 6 mois avant. Donc pour l'ouverture, ça a pris 6 mois. Et donc toujours implanté sur Angoulême jusqu'à ce jour, avec tout ce que ça a impliqué jusqu'à aujourd'hui, qu'on va en parler. Et voilà, après, dans l'entrepreneuriat depuis un petit peu avant, 2 ans avant. D'accord. Et donc vous êtes associés tous les deux? C'est ça, exactement. Et donc ça fait quoi, 6 mois que c'est ouvert là? Non, on a ouvert en 2022. En 2022. Ça fait 3 ans. Et on avait une petite expérience chez Subway avant d'ouvrir. Donc, D'accord. Vous étiez cadre, salarié, manager? Manager, employé polyvalent. Et l'expérience de Subway nous a permis de nous diriger vers Subway en pensant que C'est l'Eldorado. franchise, voilà, l'Eldorado, l'Amérique, bien implantée. C'est ça. Alors, bonjour à tous, à ceux qui nous regardent également, et en espérant que ce podcast va être très bénéfique. Hein. C'est vraiment de l'apprentissage pour ceux qui veulent comprendre c'est quoi la franchise. Moi, j'ai baigné dedans parce que j'ai commencé à l'âge de 19 ans dans la franchise, hein, donc c'est quelque chose que je connais bien. Alors, quel a été votre niveau d'investissement? Vous avez investi combien en apport et le projet global pour votre Subway? Alors l'apport, c'était à peu près 40 000 euros. Ouais. Et le projet global, parce qu'on a eu on a eu un local à refaire de A à Z. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'on est monté pratiquement un investissement global à 280 000 euros. Donc la banque vous a prêté 240. C'est peu ça, près. exactement. D'accord. Donc un prêt sur 7 ans, C'est ça. standard, d'accord, avec un remboursement et plus un loyer qui est de combien? Et un loyer donc en plein centre-ville qui était progressif. Ouais. Donc 2 000 euros la première année, hors taxe, 2 500 la deuxième année, 3 000 euros pour finir. Et sur du 190 mètres carrés pour un D'accord. Subway. Et on va rentrer directement dans le dur. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, c'est quoi? Alors, à aujourd'hui, Ouais. il a chuté chaque année de 30%. Bah, c'est énorme. Hein. C'est 30%, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Donc, à aujourd'hui, on est même pas à 500 euros au jour. Ah ouais, On catastrophique. démarrait à 2000, Catastrophique. 2005. 2000-2005. première année. Qu'est-ce qui a fait cette baisse? C'est un problème de l'enseigne ou de la ville, le centre-ville qui... Alors, nous, je pense qu'on a coché toutes les mauvaises cases. Déjà, la ville, le centre-ville à Angoulême, c'était très compliqué. Ouais. Il se tuait un petit peu à petit feu. Donc, quand nous, on est arrivé, ça a un peu relancé, ça a attiré un peu des marques à côté de nous. Donc, ça allait, on va dire, la première année. Et après, c'est redevenu, je pense, avec toute la conjoncture aussi, l'inflation, etc. Le changement de mode de consommation Exactement. a évolué. Ouais. Exactement, parce que le centre-ville, pas que ce type de commerce, mais d'autres commerces ont subi les frais sur Angoulême. Donc, ce qui fait que c'est un tout. En même temps, nous, pour notre part, je pense qu'on a beaucoup compté sur la marque en termes de pub, d'image et de marketing, etc.
et on ne s'est pas concentré localement dessus. Donc je pense que notre grosse faute à nous, ça a été celle-ci. Après, pour tout le reste, on a été orienté par le développeur sur le grand local qui n'était pas nécessaire, que ce soit même en Angoulême ou ailleurs. Je pense qu'un Subway n'a pas sa place. Non, parce qu'il y a beaucoup de take-away en plus. C'est ça. Ouais. Donc ça, le loyer est trop haut au final pour le concept, parce que même en moyenne, un Subway en France, ça réalise 500 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc un loyer à 3 000, déjà on commence à être un peu... Quel est votre food, le pourcentage de food en termes de... marchandises? On est sur du 32%. 32%. Ouais. Et votre masse salariale, donc là, elle a dû exploser là, par rapport au chiffre d'affaires qui a baissé. On a réussi à... Alors, c'est adapté, parce que dès qu'on chute, on trouve un peu des solutions dans la descente. Donc, on a utilisé beaucoup de contrats d'apprentissage pour essayer de relever la barque. Beaucoup d'AFPR, donc des contrats, des formations préalables à l'embauche via Pôle emploi. Donc, ils faisaient 2 mois chez nous et on les embauchait juste après en apprentissage. Donc, avec un peu tous ces leviers-là, on a limité la casse. C'est à combien? On est peut-être à 22. Vous en êtes bien sorti. Avec la baisse du chiffre d'affaires, vous en êtes bien sorti. Pourquoi? Parce que quand le chiffre d'affaires baisse trop, on est quand même obligé de remplir la plage horaire. C'est ça. Donc, ce qui fait que la masse salariale explose. Plus le chiffre d'affaires baisse, plus la masse salariale explose. Il y a un moment, quand on est à l'équilibre, si on dit l'équilibre, je sais pas, c'est 2 000 € jour, là, il n'y a pas de sujet, ou même 1 500, parce que la plage horaire est là. C'est ça la problématique. C'est qu'il faut remplir le planning. L'amplitude horaire, c'est dangereux dès qu'on commence à baisser. C'est l'ennemi de la diminution du chiffre d'affaires. Alors, question, avant que vous me posiez plein de questions pièges, parce que moi j'espère qu'il va y avoir plein de questions pièges pour moi aujourd'hui, savez-vous comment Subway s'est développé? Est-ce que vous savez, au début, donc il y a le fondateur de Subway, est-ce que vous savez de quel levier il s'est servi pour se développer au départ? Non. Très peu de gens le savent. Subway, il s'est servi, vous savez, à l'époque, il y a beaucoup d'immigration qui est venue aux États-Unis, et les personnes, pour avoir la green card, ils devaient être commerçants. Et c'était la franchise la moins chère. Et en fait, il a ouvert presque 500, dans les 500 premiers Subway, c'était des personnes qui investissaient à l'époque. À l'époque, les Subway, je crois, c'était 50, 60 000 $, pour pouvoir avoir leur visa commerçant et ouvrir leur Subway. C'est comme ça que ça a démarré. Ensuite, donc Subway, c'est en nombre, je ne sais plus à combien ils sont maintenant, mais ils sont montés jusqu'à 40 000 points de vente. Ils étaient devant McDo, pas en nombre de chiffres d'affaires, mais de nombre de points de vente à travers le monde. D'accord. La force de Subway, je parle de la force franchiseur, hein, pas franchisé. Franchisé, je vais vous dire après le modèle Subway, parce que très peu de gens le franchisé le connaissent vraiment. La force du franchiseur, c'était donc un système digitalisé au niveau de la remontée des dividendes, etc., au niveau des caisses. Tout pouvait se bloquer à un moment donné si les gens ne payaient pas. Un pain spécifique qui ne se trouve pas ailleurs pour que vous puissiez pas acheter ailleurs. D'accord. Des redevances à la semaine. Donc après, ils faisaient travailler les fonds parce que l'argent génère de l'argent. Quant à ça, sur 40 000 personnes, sur 40 000 franchisés, ça permet de faire travailler l'argent. C'est le même système que Uber. Ils récoltent et ils sont payés à la semaine ensuite, les personnes, les chauffeurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans Subway? L'avantage, pas besoin d'extraction. Donc, on peut le dupliquer dans un max de magasins. Et ils avaient, je ne sais pas si ça y est toujours, à un moment donné, fait des vitrines modules. Et en fonction de la surface de votre magasin, vous rajoutiez que des blocs. C'est ça. Donc, ça existe encore. Ça fait qu'ils n'avaient pas besoin, au niveau de l'architecture, de tout refaire à chaque fois. Donc, c'était de son temps à lui, le franchiseur, un visionnaire. Un visionnaire pour toutes ces choses. Et lui, il était là un peu dans le mode healthy, là aux États-Unis, tout le monde mangeait que du gras, du burger, etc. Et ensuite, pour la franchise, donc ça n'a jamais été vraiment une franchise rentable, c'était, je dirais, une alternative. Subway, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est une alternative à de l'immobilier. Avant, il n'y avait pas Airbnb. Okay. Donc, quelqu'un avait 2 choix. Quelqu'un qui veut avoir ce qu'on appelle la liberté financière. Soit j'achète un appartement, et là, je vais faire un crédit pour un appartement, je ne sais pas, on va prendre à peu près le même prix, ce que vous avez dit, 280 000 €. J'achète un appartement à 280 000, je fais un financement sur 20 ans. Okay. Cet appartement, au bout de 20 ans, je gagne 0, je gagne rien tous les mois, je rembourse avec mon loyer le financement, et au bout de 20 ans, je le vends. Admettons que ça n'ait pas trop augmenté, je le vends 280 000. Okay. Je mets 280 000 dans ma poche au bout de 20 ans. C'est de l'immobilier. Lui, il a créé une alternative en se disant, avec Subway, vous allez mettre un peu d'apport, comme pour un appart. Vous allez mettre 40 000, donc vous êtes à peu près à 17-18% d'apport. Et en fait, votre Subway, il n'est pas forcé de vous rapporter trop d'argent
c'est comme un bien locatif. Mais sauf que ce n'est pas sur 20 ans, c'est sur 7 ans. Vous le remboursez sur 7 ans. Et votre Subway va générer un chiffre d'affaires moyen, je crois qu'en France, c'était 360 000 à un moment donné, le chiffre d'affaires moyen de Subway France, de 360. Et là, vous allez le rembourser donc sur 7 ans. Même si tous les mois, ça rapporte 1 000 € de salaire, c'est pour ça qu'on préconise d'avoir 3 Subway. Il en faut plusieurs. Donc vous en avez 3, vous dites, j'ai 3 000 € de salaire, j'ai de quoi vivre, mais j'investis sur du futur patrimoine. Et au lieu d'attendre 20 ans, j'attends 7 ans. Et quand je vais revendre mes Subway, si chacun, je les vends ne serait-ce que 50% du chiffre d'affaires, ça va me faire 250 000 par Subway, qui a été déjà amorti par la banque. Si j'en ai 3, ça me fait 750 000 à la sortie à 7 ans. C'est ça le modèle Subway. Ça n'a jamais été fait pour s'enrichir. D'accord ? Parce que le fonds de commerce reste propriété du franchisé. Ce n'est pas le modèle McDo ou Burger King ou autre. Donc voilà. Ok. Voilà On comprend déjà mieux. C'est exactement ce qu'on nous a proposé quand on s'est installé à Angoulême. Ouais. C'est d'en prendre un, de développer, d'en arriver à 3 ou 4. Et comme tu as dit, de vendre au bout de 7 ans. Et on se voyait déjà tout automatisé, tout géré à distance. Exactement. C'est de l'investissement. Donc quand ça fonctionne, ça va. Si tu arrives à être à l'équilibre, ça va. Avec, on paye le manager, on paye tout le monde. Nous, on se fait un petit salaire ou pas. Mais si on se fait une sortie de dividende de 15-20 000 par an par Subway, ça fait une petite occupation. Tu sais, il y a des gens qui cherchent à un moment donné, même pas forcément que l'argent, mais l'argent à long terme, mais une occupation durant le temps. Et c'est une occupation, tandis qu'un appartement, c'est moins... Alors aujourd'hui, par contre, l'habitation est devenue beaucoup plus rentable grâce à Airbnb. Oui. Aujourd'hui, au lieu de mettre 240 ou 250 000 dans un Subway, vaut mieux acheter un appart et le louer dans des pays où l'Airbnb est encore autorisé, par exemple. Donc voilà les différents modèles. Ok. Mais c'est l'histoire de Subway, c'est celle-ci. Moi, je les connais très très bien, les développeurs, même à l'international de Subway. J'ai même été au siège aux États-Unis et je connais très très bien le modèle. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, vous en êtes où dans l'aventure? Vous les gardez, vous allez vendre? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que vous réinjectez de l'argent? Est-ce qu'il y a un risque de faillite? Alors là, on a les deux cas. On a réinjecté durant l'année 2024. On a un risque de faillite aussi, puisque le chiffre d'affaires n'est pas assez élevé pour toutes les charges annexes. Donc j'ai dû appeler tous les créanciers, que ce soit le leaser pour les machines, la banque pour le crédit, tous, le lave-vaisselle, etc. Enfin, je les ai tous appelés. Je leur ai dit, voilà, il faut prolonger les mensualités. Il vous reste combien de prêts à peu près? Il reste 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ça représente quoi? 150 000 euros? À peu près. Et donc, c'est une traite de combien par mois? Là, c'est lourd. Nous, c'est presque 5 000 euros par mois. Que le crédit? Crédit, leasing, le tout. Ah ouais, les équipements. Ouais. Ah ouais. Hors loyer. Hein. Hors loyer. Ouais. T'as pris peur, là. C'est beaucoup. Ça fait lourd. Par rapport au chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Mm. Et donc là, aujourd'hui, donc vous êtes un peu dans le flou, quoi. Vous avez mis des cautions personnelles à la banque là-dessus? Oui. C'est ça. Bon, après, limité par BPI, mais derrière, ça reste quand même de la caution engagée. Et Subway, aujourd'hui, il y a beaucoup de casses, beaucoup de fermetures. On en a entendu. Après, ils ne communiquent pas trop là-dessus, même en interne. Donc, mais bon, voilà, après, des fois, on connaît d'un ou deux, trois franchisés de différentes villes. Et on sait que même pour ceux qui tournent, des fois, c'est pas si facile qu'à certaines périodes. Non, la franchise, c'est vicieux. Il faut bien connaître ce métier. Et souvent, certaines personnes pensent, par manque d'expérience, qu'une franchise internationale est plus puissante qu'une franchise nationale ou locale, alors que pas du tout. Moi, aujourd'hui, si je devais, par exemple, ouvrir une franchise, je préfère les boulangeries françaises, comme Marie Blachère, Feuillette, etc., que des choses internationales. Et pour bien connaître les franchiseurs, moi, Bernard Blachère, je le connais bien, je parle souvent de cette enseigne parce que j'aime beaucoup. J'ai mes raisons. Je pense qu'en développement, en technique, en maintien du chiffre d'affaires, etc., ils sont très, très bons. D'accord ? Et les gens pensent souvent que les franchises internationales sont plus puissantes, alors que souvent, elles ne sont pas faites pour le palais français. Déjà, en France, le marché qui fonctionne, c'est le halal. Oui. On est sur un marché halal, en réalité. Déjà, tout ce qui n'est pas halal, en réalité, il faut éviter. Et vous avez des petites franchises qui ont pignon sur rue et qui font beaucoup plus de chiffre d'affaires par unité que des mastodons internationaux. C'est ce qu'on s'est dit, nous, à Angoulême, au niveau du halal. Je pense que ça nous manque. Parce
On a quand même pas mal de personnes qui rentrent et qui nous demandent tout de suite si c'est halal. Donc on a cette problématique. Et aussi, c'est un peu chauvin, un petit peu Angoulême. Et le fait que ça soit américain, etc., tout ça, et qu'ils découvrent, que ça doit rentrer dans leur palais, tout ça, je pense qu'on est confronté à ça aussi. Ouais. Même si au début, ils ont goûté et on a eu un peu de monde. Mais là, je pense que dans les mœurs, après, durant l'année, c'est compliqué. Et comment vous envisagez, donc là, vous voulez vous en débarrasser en réalité. Comment vous envisagez la sortie? Est-ce que vous voulez vendre? Alors, ça m'a fait réfléchir encore tout à l'heure ton discours sur le placement à long terme que Subway préconisait en réalité dans leur modèle. Je me dis, on y est. Donc, autant, je pense que voilà, le vendre, c'est pas jouable. Personne n'en voudra. Mais autant aller jusqu'au bout, le maximum, etc., tant qu'on n'est pas dans une position dangereuse pour qui que ce soit. Mais voilà, repousser les mensualités, diminuer un peu les charges, etc., faire retravailler un peu de la com, du marketing, se donner un peu de challenge à tenir et aller essayer de mettre un modèle en place, même s'il y a un plan de redressement au milieu, en cours de route, pour geler quelques dettes ou autres, et qu'on puisse aller jusqu'au bout, même si c'est à 8, 9, 10 ans, mais qu'on cherche d'autres choses à côté aussi. Vous savez que Subway, pour bien connaître, parce que moi, en fait, la franchise, je connais par cœur. Pourquoi? J'étais le plus jeune franchiseur d'Europe, 22 ans, donc c'est des mecs que je connais bien, a été retoqué par Bercy, Subway. Vous savez que leur contrat de franchise est un des plus complexes au monde. Leur contrat de franchise, il met comme tribunal compétent New York, je crois. Il faudra vérifier. Mais ça a été sorti récemment, excuse-moi, c'est en 2022. Ouais, il est passé sur le contrat français. Ils l'ont seulement en 2022. Parce que Bercy les a forcés. Ils ont été retoqués par Bercy. Parce qu'avant, c'était dingue leur contrat. Je l'avais lu. Moi, en fait, vous étiez obligé, si vous lancez une procédure contre les franchiseurs, d'aller à New York, et c'était à vous de payer leurs frais d'avocat, qui étaient de $50 000. Et c'est marqué moi je les ai, les anciens contrats, les anciens DIP et tout. Et en fait, c'était un truc de dingue, et j'ai halluciné comment ça a mis autant de temps à être retoqué. Il fallait aller au tribunal à New York, vous leur donnez 50 000, vous êtes sûr de perdre là-bas, et ils continuent à vous prendre les 12%, parce qu'ils prennent 12, je crois, 8 plus 4, 12,5. Ouais. J'avais halluciné quand j'avais vu ce contrat. C'est injouable. Si ça avait été un franchiseur français qui avait fait ça, il aurait été retoqué tout de suite. C'est que là, ils n'ont rien dit parce que c'est des Américains. En fait, ils vous ont mis un contrat où en fait, carrément, Bercy a dû intervenir parce que c'était un contrat où on vous dit dès le départ, vous ne pouvez pas vous défendre. C'est comme ça, un point à la ligne. On est piégé. Ouais, c'est un piège. Après, est-ce que vous avez, ça j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez une idée de combien se revendent? Est-ce que c'est quoi le taux de revente des Subway? Ils se revendent entre eux, les franchisés du réseau? Non, on n'a pas l'historique, pas d'idée. Ouais. On en a déjà entendu 2 ou 3 qui se sont vendus, mais c'est toujours souvent en Ile-de-France. Et vos prochains projets, donc? Alors, restauration encore. Restauration encore. Ouais. Halal. Ouais, halal. Cette fois. Ouais. Plus sur ça, ouais. Non, moi j'ai toujours dit, moi pour bien connaître on va dire l'écosystème restauration français, j'ai toujours dit, en fait, pour gagner de l'argent, il y a trois choses qui restent en France. Si on parle du système français, et c'est là où la restauration, malgré la crise, malgré tout, se porte quand même pas mal. Vous allez au Canada, c'est très difficile, énormément de concurrence. Les États-Unis aussi, les Émirats aussi, c'est très difficile. Il y a quelques niches aujourd'hui un peu au Maroc, il y a quelques niches en Thaïlande, mais l'écosystème français est pas mal avec la Belgique. Meilleur qu'en Espagne, par exemple, avec l'Allemagne qui est bien aussi, mais l'Angleterre, très difficile. Il faut aller sur des chiffres d'affaires élevés. Plus vous allez sur des chiffres d'affaires élevés, plus vous allez écraser vos frais fixes et plus vous allez générer de l'EBITDA. C'est-à-dire que vaut mieux avoir une affaire qui fait 3 millions de chiffres que 50 affaires qui font 700, 800 000. Vous allez avoir un problème qui va vous dégager 500 000 € de bénéfices par an, même plus. Il va monter à 25% d'EBITDA, alors qu'une affaire qui fait 600, 700 000, vous allez faire 30, 40 000 € de résultats. C'est rien du tout. C'est beaucoup plus de problèmes que de profits. Et la gestion du personnel, on sait qu'elle est très compliquée. Ça, c'est ce qui facile. C'est 90% de l'énergie. J'ai une question. Toi qui connais bien Subway, qu'est-ce que tu changerais au modèle Subway pour des franchisés comme nous, par exemple, dans cette situation ou dans une autre, pour améliorer
Alors nous, tu sais, alors je vais te dire, tu vas rire, nous on se relance dans la restauration. Alors c'est pas moi qui opère en direct, il y a plein de CEO et je suis rentré en actionnariat dans une trentaine de marques que je cofonde avec des personnes. L'idée, je l'amène, mais c'est eux qui s'occupent de l'opérationnel. Moi, j'ai toujours cru à un Subway français parce que les champions du monde du pain, c'est les Français, c'est pas les Américains. Et j'ai toujours cru à ce système de choisir ce que tu veux comme ingrédient dans le sandwich, mais avec des bonnes baguettes françaises, que ce soit du pain, de la baguette, du pain céréales et autres, et avec des produits plus qualitatifs que ce qu'offre Subway en termes d'ingrédients et halal. Et là, pour moi, je ne sais pas, le sandwich français comme ça aurait pu avoir plus de succès, que ce soit en France ou même à l'étranger. C'est mon point de vue. Hein. Ouais. C'est une bonne vision pour la France, en tout cas. La baguette est quand même Bien sûr. Ouais. représentative. Voilà, moi Subway, bon, c'est bien quand tu es à la diète. Subway, tu as du pain complet, tu vois, tu fais attention à ce que tu mets, mais enfin, j'aurais vu le truc comme ça. Ouais. Okay. Après, moi, j'ai jamais eu vraiment une vision franchisée. Aujourd'hui, on fait beaucoup de podcasts sur la franchise et on invite les personnes à être franchisées et à savoir sur quelle franchise ils vont s'orienter, parce que souvent, quelqu'un qui est novice dans la franchise, il ne sait pas quelle franchise est vraiment rentable. Et quand vous investissez dans une franchise, la première chose, c'est comme dans tout dans le business, c'est à qui je vais revendre et combien. Est-ce que dans 5-7 ans, je peux revendre mon Subway facilement? Si oui ou non, quelle marque je vais pouvoir vendre facilement? Qu'est-ce que le franchiseur m'offre dans la clause de revente? Moi, ce que je veux, quand je rentre franchisé quelque part, c'est qu'est-ce qui a marqué? C'est vous, franchiseur, qui pouvez me racheter mon local, parce qu'il y a un moment, j'ai envie de partir me balader, je veux de l'argent. À combien vous allez me l'acheter? À quel montant? À quel multiple d'EBITDA vous allez me l'acheter? Et avez-vous les moyens et les poches assez profondes pour me l'acheter? Ok. C'est comme ça que je réfléchis avec un franchiseur, parce que je connais bien le métier. Moi, j'ai été du côté franchiseur. Je connais parfaitement le système. On gagne de l'argent de partout. On gagne de l'argent sur le droit d'entrée, et c'est le jeu. On gagne de l'argent sur les royalties, on gagne de l'argent quand on vous vend le matériel, jusqu'à la moindre fourchette. Le franchiseur gagne de l'argent partout. Mais le but, c'est que ça soit un contrat équilibré et qu'il reste aussi de l'argent au franchisé. Tout le monde y trouve son compte. Donc ouais, toi tu chercherais à la place d'un franchisé, quelle franchise, pour rentrer dans la franchise, celle qui se vendrait le mieux à la fin, à la sortie, au bout de 5 ans. Voilà. Si j'étais franchisé et que je ne veux pas me prendre la tête, je me casse pas la tête à être multi-franchisé. Tu sais, souvent, l'humain, il a cette envie et ce besoin de développement jusqu'à tout couler. Il se dit, je veux 20, 30 boutiques, etc. Et c'est très dur à gérer. Moi, j'ai géré jusqu'à 130 restaurants, c'était très difficile. Et avec le retour, et pourtant, c'était des restos quand même qui faisaient 1 million à peu près par unité. Bon, c'était une autre époque. Avant, c'était dur de faire 1 million. Hein. C'était pas comme aujourd'hui. Donc, si tu veux, je préfère un franchisé qui a 3 belles affaires, mais des vraies affaires, à 3 millions pièces, qui fait 10 millions. Il va faire 1,5 million, 2 millions de résultats. Il a une belle boîte. Que avoir un multi-franchisé qui a 30, 40 affaires qui ne servent à rien. Nous, on en a, tu vois, on a un fonds d'investissement. Donc, il y a des personnes qui nous envoient, ils ont 50 affaires. Mais je leur dis, votre bilan propose de la gestion de personnel, pas de la gestion d'actifs ou de monnaie. Il n'y a pas d'argent. Tu es en train de me dire, tu as 2000 salariés, très bien, c'est magnifique. Au siège, tu as 50 salariés, très bien. Mais en bas de page, bénéfice, je sais pas, 400 000 euros. Mais je n'ai pas envie de gérer 2000 personnes pour faire 400 000 euros de bénéfice. Beaucoup trop d'énergie dépensée. C'est déjà que la restauration... Vous savez, moi, à l'époque, quand j'ai failli racheter Quick, les financiers à mes côtés ils me disaient, Hakim, t'es sûr que tu veux rester dans la restauration? Je dis oui. Il me dit, l'euro gagné, c'est le plus difficile. C'est très dur, la restauration. C'est un métier ingrat, la gestion du perso, c'est très, très dur. Donc, 2000 personnes pour 400 000, ça n'en vaut pas le coup. Il vaut mieux avoir une belle affaire. Ouais, avec 30-40 personnes, mais 3 millions de chiffres. 3 millions, tu payes bien le directeur, tu vois. Il y a toujours des affaires. Il faut aller aussi... Bon, Subway, ce n'est pas le cas, mais tu as des gens qui visent des business à effet de mode. Ça ne dure pas. Il faut aller dans des business qui restent dans le temps. Tu vois, je sais pas, je dis ça, mais le burger, ça reste. La boulangerie, ça reste. Tu vois, il y a des trucs qui restent dans le temps. Est-ce que selon toi, il y a des villes où est-ce qu'il ne faut pas aller?
Alors moi, c'est très spécial. Après, c'est mon délire. Mais quand je faisais ce métier, j'investissais que dans les villes où j'aimais bien. Pourquoi? Parce que j'estime que là où tu as des affaires, il faut y aller. Donc, il faut aimer y aller. Par exemple, Angoulême, j'aime pas y aller. Tu vois, Donc, pas d'affaires là-bas. alors, c'est très simple. À l'époque, quand j'avais ma marque, la première, j'avais un franchisé à Angoulême, j'ai jamais été. Ok. Voilà. Alors, moi, j'aime bien les villes. Je sais pas, j'investis à Nice, à Montpellier, à Paris. Parce que, après, chacun son mindset. Mais si je vais voir un franchisé à Nice, je vais aller me faire une baignade après avant de reprendre l'avion. Tu vois. Donc, ouais, là, c'est intéressant. Hein, vous êtes dans des métiers où on travaille beaucoup. Donc, faut joindre l'utile à l'agréable. C'est ça le truc. Mais j'irai dans des villes où ça se revend bien. Et qu'on le veuille ou pas, les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, les affaires se revendent bien. Il y a un potentiel acheteur plus important. Après, je suis d'accord avec vous, des fois, les meilleurs chiffres, ça performe dans les petites villes. Si je prends McDo, dans une ville comme Tours, il y a un McDo qui fait 12 ou 13 millions de chiffres, c'est presque celui de Disneyland. Il est dans le top 5 français. Parce que dans des petites villes, des fois, tu n'as rien et tu as des McDo dans des villes de 20 000 habitants qui font 4 millions de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, mais moi, on n'est pas tous McDo, donc j'irai plus dans des villes où ça se revend bien. En fait, Angoulême, demain, tu veux revendre, tu vas pas trouver autant d'acheteurs qu'une grande ville. Ouais, c'est très, très compliqué. On l'a vu dès qu'on y est. Enfin, nous, on n'est pas originaire de là-bas, donc. Vous êtes d'où? Moi de Paris. Et moi de Marseille. Ouais, de Marseille. Et en fait, on est arrivé sur Angoulême parce que il n'y avait pas de subway là-bas. Ouais, ils vous ont proposé la ville, ouais. On leur a un peu soufflé aussi à l'oreille. Ils ont dit, les gars, ça fait 10 ans qu'on veut ouvrir. On aurait dû se poser la question. Pourquoi personne ne s'installe là-bas? Finalement, on sait pourquoi maintenant. Voilà. Non, c'est une ville difficile à travailler. Donc nous, à l'époque, il y avait un franchisé qui faisait, je m'en rappelle parce que je voyais les chiffres, qui faisait 800 000 dans cette ville-là. Mais c'est un local qui a été repris gratuitement avec un investissement à 220 000 en tout. Mais c'est vrai que c'est une ville difficile à travailler. Angoulême... Marseille, c'est bien comme ville. Nous, on faisait les meilleurs chiffres de France, c'était à Marseille. Marseille et l'île de la Réunion. Ouais, ça, j'en doute pas à Marseille. Plan de campagne, c'est très bien. Il y a un subway, je pense, à Plan de campagne, là-bas. Il me semble. Qui doit performer. Plan de campagne, c'est une très bonne zone. Aujourd'hui, on vise Toulouse comme ville pour se développer. Toulouse, très bien. Ça vient de passer devant Lyon en termes de démographie. Toulouse. Mais il faut être bien placé. Place Wilson, proche Capitole. Faites attention à Toulouse. Boulevard Strasbourg, c'est bien. Par contre, la rue Saint-Rome, je crois, ou rue de Rome, elle commence à baisser en fréquentation. C'est une rue piétonne qui part du Capitole et qui est en train de baisser d'année en année depuis 10 ans. Il y a rue de la Pompe, etc. Toutes les rues qui partent du Capitole, il faut faire attention. D'ailleurs, il y a un subway. La rue de la Pompe, il y a un subway qui part là du Capitole, je m'en rappelle. Boulevard Strasbourg, c'est bien. À côté du restaurant de l'Entrecôte, c'est bien. Place Wilson. Mais Toulouse, vous allez être face à un problème, c'est que les fonds de commerce valent cher dans cette ville. Parce que c'est une grande ville, mais le centre-ville, il est très centré. Donc les fonds de commerce... Les pas de porte et les fonds de commerce, c'est pas donné. Ils valent cher. On voit des pas de porte à 150 000 euros pour même pas 100 mètres carrés. Ouais, mais je ne sais pas si l'emplacement est fou. Hein. C'est hyper centre. Souvent, les annonces, c'est hyper centre. Faut bien aller voir sur place. Hein. Parce qu'à Toulouse, un fonds de commerce bien placé, vous allez plus être à 300, 400 K. Après, vous avez des centres co comme Gramont, Blagnac, quelques centres commerciaux aussi. Ça peut être pas mal aussi. Mais Toulouse, bon, le centre-ville est bien. Mais après, c'est une ville, je vous le dis, qui est dynamique, mais difficile à travailler. Et je la connais bien. Toutes les villes de France, je les connais par cœur. Donc, croyez-moi, quand je vous donne une information, c'est que c'est réel. Donc, selon toi, pour le subway, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. En fait, soit vous attendez, vous galérez, ça vous prend de la place dans l'esprit, parce que c'est de l'énergie, qu'on le veuille ou pas, c'est un problème. Et vous allez au bout du financement pour après, je ne sais pas si ça se vend ou pas, mais moi j'y crois moins. Soit vous trouvez dans le groupe un salarié à qui vous redonnez les parts sociales et le financement, parce qu'en fait, pour qu'il réussisse à s'en sortir, à se prendre un salaire et pas à perdre d'argent, il faut qu'il soit toujours dedans. Il faut que vous ayez une personne, le patron, qui soit toujours dedans pour limiter le personnel. Il n'y a pas d'autre choix. Et lui, il va le monter de 500 €,
bien que mal jusqu'à 800-900. Il va être dedans tous les jours, d'accord, avec des apprentis. Il va limiter la casse s'il a envie de faire ça. C'est le seul moyen. Et après, vous pouvez étendre les échéances de financement, etc. Et même négocier. Vous pouvez négocier avec les bailleurs. Tu sais, on est dans une période où vous pouvez négocier avec tout le monde, avec les banques, avec le bailleur, avec tout le monde. C'est ce qu'on s'efforce de faire. Bien sûr, le bailleur, il faut lui dire, écoutez, on va vous payer 1005 ou 1004, mais on vous les payera. Parce que si on part, vos 2005, personne ne va vous les payer. Il y a cet enjeu à faire. Nous, à un moment donné, on était en train de tenter de reprendre courte paille. Après, j'ai eu un problème personnel qui m'a bloqué la reprise, malheureusement. Donc, c'est parti presque en liquidation. Enfin, les succursales, hein. Les franchisés ont été récupérés. Mais avant même de reprendre, on avait négocié avec les 120 bailleurs. Et on avait réduit les loyers de 40%. Quand même. C'est énorme. Eh oui, parce que quand on reprend, que ce soit Subway, une affaire, ou que ce soit un groupe complet qui fait 200 millions, c'est les mêmes principes. C'est, je rentre dans le groupe, il perd 10 millions par an. Quels vont être mes moyens de limiter la casse pour aller chercher du profit? Parce que mon but, c'est d'aller chercher du profit pour revendre. Première chose, je vais m'attaquer au loyer. Et si j'ai, exemple, sur 200 millions, 20 millions de loyers par an, exemple, 10% du chiffre d'affaires, en moyenne, on est à ça, eh ben, je vais dire, on va négocier 40% avec les bailleurs, on va réduire de 8 millions, donc on va être à 12 millions. Donc la perte du groupe, elle va passer déjà de moins 10 à moins 2. Et on va aller chercher après de la négo avec les fournisseurs pour gratter les deux. Et là, on se dit, tiens, tout de suite, on est à l'équilibre. Ça devient intéressant. Et quand on est à l'équilibre, on va aller chercher maintenant du chiffre d'affaires et de la marchandise moins chère pour augmenter la marge. Et on va réduire un peu le personnel, etc. etc. Après, c'est du travail. Ça se fait en 24-36 mois, mais c'est comme ça qu'on fait de la relance. Et après, on va aller chercher 5, 6, 10 millions de profits. Et là, on a une valorisation d'entreprise. C'est des métiers. La restauration, c'est un métier passionnant. Oui. Et une fois qu'on connaît bien. Oui, voilà. Parce que même au début, avant de se lancer, même moi, là, je peux conseiller à tout le monde, dès que ça rentre dans la resto, en tant que, on va dire, patron, on va dire, il faut, s'il y a un maximum d'infos, de formation, sur tous les petits détails comme ça, les petits conseils comme ça, ça fait gagner une vie. Ça fait gagner une vie. En fait, la problématique de la vie, c'est qu'on passe par des échecs et des erreurs pour apprendre. C'est pour ça que l'apprentissage n'a pas de prix. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est après avoir ouvert 200 restaurants et être passé par tous les problèmes. Mais au début, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, je me suis fait balader à droite à gauche pour comprendre. Et pourtant, j'ai compris vite. Hein. Mais c'est pour ça, sur Insta, tu vois, il y a des personnes qui disent, c'est Bill Gates, je crois, qui dit ça, alors je ne sais pas si la phrase, elle vient de lui. Il dit, j'ai mis 20 ans à apprendre à faire ce que je fais en 10 minutes aujourd'hui. Vous avez déjà vu cette phrase? Oui, je l'ai déjà vu. C'est la réalité. Là, c'est purement ça, là. Nous, on est tous les échecs, toutes les erreurs, tous les mauvais choix. Et on va dire l'accompagnement qui a été un peu vite fait avec la marque. Puisque bon, le but, c'était d'ouvrir. C'était pas forcément... je le vois avec le recul, puisque on a un animateur réseau qui a été bon dans le conseil, qui a été bienveillant. Bon, on en a eu plusieurs, hein. On en a eu 5 à peu près, mais dans le lot, il y en a eu un qui a été très, très bon. Et qui a été terre à terre. Il nous a fait une liste de toutes nos charges en pourcentage, etc. Tout ça. Il a tiré le truc, il a dit, même au départ, avec vos chiffres de début, je vous fais pas rentrer dans un local comme ça, à cet endroit-là, dans une ville comme ça, avec ce concept comme ça. L'animateur, il est payé à la com, à ce qu'il ouvre aussi. C'est ça le problème. Donc vous êtes tombé sur un animateur droit et honnête. C'est comme les avocats, on en parlait tout à l'heure. C'est parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de bon qui vous dit, écoute, va pas faire une connerie parce qu'après, tu vas être endetté pendant 7 ans. Vaut mieux avoir ce discours-là qu'un animateur qui veut sa com qui est de 1 000 € par magasin. Tu vois, c'est ça le problème. Mais non, il y a des choses à faire aujourd'hui en restauration, mais de façon différente. On croirait que les belles marques Compignon-sur-Rue, c'est les plus rentables, mais c'est pas vrai. Vous voyez vos performances, vous les voyez pas en temps réel. C'est le bilan fait par le comptable. On n'a pas d'outil de pilotage. Vous n'avez pas d'outil. On l'a créé, nous, sur Excel. Sur Excel, un PNL sur Excel. Voilà, exactement. Vous savez que moi, j'étais le premier, on l'a lancé aux États-Unis. Ça arrive en France très prochainement, à mettre un outil de pilotage des performances en temps réel.
Pourquoi? Parce que j'avais une cinquantaine de managers, ils faisaient du chiffre, 2000, 3000, 4000, on a même un plan de campagne, on faisait 10 000 par jour. Mais aucune vision de la performance. Nous, le chiffre d'affaires, on s'en fiche. Des fois, on fait 10 000, on perd de l'argent. C'est ça. Donc, performance. On l'a mis en place et là, on est en train de l'installer en Europe Ok. dans des très grosses franchises. Ok. Et il est bourré d'intelligence artificielle. Parfait. Et accessible même à un restaurateur qui a Ouais, un ouais. point de vente. Je vous en ferai cadeau. Magnifique. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Et après, on nous a demandé beaucoup d'accompagnement en franchise aussi, mais c'est très, très long et on est débordé par les activités. Mais c'est vrai qu'il faut donner de l'information sur ce métier. C'est ce qui manque beaucoup dans certaines franchises, l'accompagnement au démarrage, cette formation. Mais parce est un que peu trop souvent, rapide. tu as un turnover d'animateurs Mm. qui eux-mêmes connaissent pas le métier. Vous connaissez souvent le métier mieux que l'animateur. Mais oui. Avec un certain temps, ouais, au bout d'un moment, on le connaît mieux que lui. Donc là, la prochaine étape, c'est Toulouse. C'est Toulouse. C'est mieux qu'Angoulême, Plus petit, dynamique. un peu plus dynamique. plus petite superficie, le local, Ouais. moins d'investissement initial, un maximum de fonds propres et un minimum de financement pour essayer de réduire un peu les mensualités, même si on sait que bon, forcément, ça fait pas tout d'avoir des petits crédits tant qu'on a une bonne perf, mais ouais, c'est un peu ça l'étape suivante. Voilà, et le Subway, si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, limite, c'est de réduire le maximum la perte. Et pourquoi pas, si je vous le souhaite, le nouveau fonctionne, rattaché à une holding pour rééquilibrer, quoi. Ouais. Sans prendre trop de risques non plus entre les deux sociétés pour pas que celui qui fonctionne paye celui qui ne fonctionne pas. Mais parce que vous ne pouvez pas injecter à titre personnel à Vita Eterna aussi. C'est ça. Bah, déjà, c'est fait. Un grand merci. Donc, on dit à tous les spectateurs, si vous voulez plus d'infos sur la franchise, n'hésitez pas à cliquer et on va délivrer pas mal de valeur sur tout ce qui est franchise parce que c'est vraiment un métier passionnant, la franchise. Mm. Et comme ça, on va pouvoir apporter beaucoup de réponses aux questions. Merci à vous en tout cas. Merci à toi, Kim. Merci et bonne continuation. Merci. Merci. Toi aussi.